Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux d'avoir à mes côtés le commissaire Michel Rémy, qui est le commissaire adjoint du 5e et du 6e arrondissement et qui reste présent dans le 6e arrondissement. Il est maintenant l'adjoint du commissaire Hatch qui remplace le commissaire Ballanger. Le commissaire Ballanger est parti à la retraite et le commissaire Hatch a été responsable respectivement du 1er arrondissement puis du 8e, c'est bien ça. Et maintenant il succède au commissaire Ballanger et outre sa fonction de commissaire des 5e et 6e arrondissements, il est commissaire divisionnaire de toute la rive gauche. Donc je voulais d'ailleurs le remercier, commencer par le remercier de son action au cours de ces dernières années dans des conditions bien sûr particulièrement difficiles, et mes remerciements s'adressent également à Michel Rémy qui est à ma côté aujourd'hui après une journée un peu compliquée. Vous savez qu'il n'y a jamais de bonne date et jamais de bonne heure. Et cette journée était effectivement émaillée d'une manifestation qui est passée tout au long du 6e arrondissement, qui l'a en partie traversé. Alors on me dit qu'il y a quelques dégâts, notamment boulevard du Montparnasse, une succursale BMW qui a été abîmée à proximité de l'hôpital Necker, et il semblerait qu'il y ait peut-être aussi quelques problèmes boulevard Raspail. L'objet de cette réunion, vous le savez, et je le dis pour tous ceux et celles qui sont là, on reprend après la crise sanitaire qui nous a tous étreints en 2021 et qui nous a permis de connaître davantage l'usage des masques, d'expérimenter les vaccins, etc. De reprendre ces réunions que nous avions fait par le passé, que je fais depuis très longtemps. Je le fais depuis 1996. Depuis 1996, sous des formes diverses. Là, on a décidé de les reprendre à raison de 2 réunions par an. Cette réunion-là s'adresse aux habitants des quartiers Saint-Placide, Notre-Dame-des-Champs et Rennes-Centre, c'est-à-dire en gros entre la rue du Vieux-Colombier et le boulevard du Montparnasse, en passant tout autour du Luxembourg, avec la limite traditionnelle de la rue de Sèvres, vous voyez, qui nous permet à peu près de couvrir ce secteur qui représente à peu près 60% de la superficie du 6e arrondissement et 70% de la population. Et je referai une seconde réunion pour les quartiers nord, Monnet, Saint-Germain-des-Prés et Odéon, vraisemblablement au printemps, et nous ferons des réunions spécifiques si des sujets d'ordre général le méritaient. Alors, vous avez vu qu'il n'y a jamais non plus de bonne diffusion. On a diffusé par un petit document écrit qui était boîté, avec un taux de chute bien sûr relativement important. Ce n'est plus un fichier électronique. Je le dis parce que antérieurement, on avait un fichier qui était un fichier que j'avais déclaré à la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui était basé sur le fichier électoral. Si bien que vous aviez des habitants du 6e qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales et qui n'étaient donc pas conviés à ces réunions. Mais c'est là pour être dans la totale transparence. Alors ça vous empêche pas, si vous êtes présent à la réunion et que vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales. Vous voyez, c'est réciproque. Mais ce n'est pas une réunion électorale, c'est une réunion d'information. Je fais un peu de, si vous voulez, comment ça s'appelle ? Voilà, de pédagogie. Alors certains diraient un peu de jésuitisme juridique et électoral. Mais non, c'est simplement pour détendre l'atmosphère. J'ajoute que ce sont des réunions qui sont différentes, effectivement, de celles que tiennent les conseils de quartier. Les conseils de quartier sont des instances qui sont nées d'une loi qui date de 2002, qui avait créé des conseils de quartier dans les villes de plus de 70 000 habitants. Et cette loi s'appliquait également à tous les arrondissements parisiens, aux 20 arrondissements parisiens, maintenant réduits à 17 circonscriptions électorales, puisque les 1, 2, 3, 4 forment
Paris-Centre. Je tenais d'ailleurs à saluer l'action des conseils de quartier qui, au nombre de 6 dans l'arrondissement, Monnet, Saint-Germain-des-Prés, Odéon, Rennes, Notre-Dame-des-Champs et Saint-Placide, font un travail absolument considérable. C'est un instrument de dialogue, de participation et de dialogue avec les habitants, entre les habitants qui ont décidé de participer à ces conseils de quartier, les associations qui en font partie, et ainsi que les élus. Et je voulais les remercier de leur implication. Ils vont d'ailleurs, ils contribuent également à des opérations, puisqu'il y a un petit budget chaque année de 8000, un peu plus de 8000 € pour chaque conseil de quartier. Et ils vont donc investir chacun dans leur domaine particulier en contribuant à des opérations aussi diverses que par exemple des remplacements des installations de boîtes à livres dans certains quartiers, boîtes à livres pour enfants, boîtes à livres pour adultes, de l'implantation de poubelles plus efficaces, etc., etc. Donc, il y a une implication des conseils de quartier et je souhaitais les remercier. J'en parle d'autant plus que ces conseils de quartier seront renouvelés l'été prochain et que, bien évidemment, chacun d'entre vous, si vous souhaitez y participer, vous pourrez candidater, c'est-à-dire vous pourrez porter votre candidature au titre de ces conseils. Je voulais aussi, pour ceux et celles qui n'auraient pas encore l'information, vous confirmer que les 2 projets lauréats du budget participatif au titre de 2023 ont été respectivement les tableaux interactifs dédiés aux écoles élémentaires publiques du 6e arrondissement. Ça concerne à peu près 60 classes et c'est une très belle opération. Ça permettra à nos professeurs de bénéficier de tableaux qui permettront de moderniser leur méthode de travail. Et vous savez que c'est peut-être un des rares bons côtés de la crise sanitaire que nous avons connue. Ça a permis de se renouveler, d'intégrer des nouvelles techniques, visioconférences, etc., etc. Et ça permet aussi aux professeurs d'utiliser moins de photocopies et peut-être d'utiliser davantage de documents d'animation. C'est donc une bonne chose. Et le deuxième projet qui a été voté, c'est un projet qui concerne le patrimoine culturel et cultuel, c'est-à-dire principalement les peintures intérieures de l'église Notre-Dame-des-Champs, ainsi que la chapelle des Carmes, qui est située, elle est un peu moins connue, mais elle est située rue de Vaugirard. L'année dernière, nous avions voté les cours Oasis du groupe scolaire et de la crèche Littré, et c'est quelque chose qui va être mis en œuvre avec participation des professeurs, des enfants, des parents d'élèves, qui va être mis rue Littré. Alors, ce que je vous propose, c'est un exposé très bref de 2 ou 3 opérations majeures qui vont intervenir dans vos quartiers au cours des prochaines années. Je dis au cours des prochaines années, pas forcément au cours des prochains mois. Et ensuite, comme d'habitude, on vous donne la parole pour que vous puissiez intervenir. Avec, bien sûr, je souhaiterais que la présence du commissaire, qui a bien sûr pris sur son temps personnel et professionnel pour être là, si vous avez un certain nombre de questions, d'informations également, puisque c'est une réunion de dialogue et d'information. Même si nous savons beaucoup de choses, nous ne savons pas tout. Donc ça peut être l'occasion justement d'échanger sur un ensemble de problèmes et ainsi que sur les problèmes de sécurité qui, comme vous le savez, continuent à forcément, même si nos quartiers sont un peu plus protégés, à exister. C'est une évidence, surtout que nous rentrons dans la période de l'hiver et que ça peut effectivement générer un certain nombre de difficultés. Alors, un mot sur déjà l'opération Tarnier. Tarnier, qu'est-ce que c'est? Tarnier, c'est une ancienne clinique d'accouchement qui a fonctionné jusque dans les années 60. Charles Aznavour y est né. Peut-être certains d'entre vous également. Elle a été fermée dans les années 60 et c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Paris. Pendant des années, ce bâtiment a été occupé et utilisé par l'assistance publique qui a mis énormément de services sans l'entretenir. D'ailleurs, quand vous regardez Tarnier, c'est excessivement délabré. Et donc, nous avons réussi, et ça, j'avais écrit et à la maire de Paris et au directeur général de la PHP, c'était un long combat qui a duré à peu près 15 ans.
la ville de Paris va récupérer ce bâtiment qui lui appartient, qui est d'ailleurs va être destiné à accueillir l'Institut pour la santé des femmes. L'Institut pour la santé des femmes, c'est-à-dire qu'on a estimé effectivement, alors ça sera pas un lieu forcément de consultation, ça sera un lieu de recherche, ça va être piloté par l'université Paris-Cité qui regroupe Paris 5 et Paris 7 qui sont les deux grandes facultés de médecine, de pharmacie qui existent à Paris, et ça sera un lieu d'échange, de travaux de recherche sur toutes les problématiques de la santé des femmes, du plus jeune âge jusqu'à l'âge le plus avancé. Le Tarnier, c'est 8000 mètres carrés, c'est 8000 à 9000 mètres carrés. S'y ajoutera une résidence pour chercheurs dans les étages. Et on verra, le bâtiment sera bien sûr rénové, il ne sera pas surélevé, puisqu'il est totalement protégé, son architecture est totalement classée. S'y ajoutera peut-être d'autres choses sur lesquelles je ne peux pas m'engager, l'ouverture éventuelle du jardin, si on peut l'ouvrir à l'extérieur, puisqu'il y a un petit jardin intérieur qui est assez sympathique. L'objectif, c'est bien sûr que cette opération soit initiée dans les prochaines années. C'est l'EPORIF, c'est-à-dire l'établissement public de l'État qui mène le bal, et c'est une opération qui mobilise à peu près 25 millions d'euros avec un financement de l'État important, un financement de la région et un financement de la mairie de Paris. Vous voyez, c'est une belle opération et c'est surtout l'occasion de sortir Tarnier un peu de l'état végétatif dans lequel il était. La deuxième opération dont je voulais vous parler, c'était l'opération du 110 rue de Vaugirard. 110 rue de Vaugirard, c'est une opération qui est faite sur un terrain qui a longtemps abrité une congrégation, c'est la congrégation dont j'ai oublié le nom, qui était une congrégation d'ailleurs religieuse cloîtrée, congrégation de la Visitation, c'est ça, dont l'établissement mère se trouve d'ailleurs dans le quartier d'Enfer-Rochereau, Et cette congrégation qui a, si vous voulez, arrêté ses activités, ces terrains ont été récupérés par le diocèse, et là, c'est une opération commune à la mairie de Paris, au diocèse, qui a été conçue sur la base principalement d'un habitat partagé entre je dirais, personnes comme vous et moi, et ensuite différentes populations ayant un certain nombre de caractéristiques. L'habitat partagé, c'est-à-dire ces personnes qui, ça peut être notamment des personnes qui sont des grands handicapés ayant eu des accidents de la route, par exemple, des mamans aussi qui sont enceintes, une maternité pas forcément désirée et qui seront accompagnées socialement et en étant accueillies également dans des familles, je dirais, traditionnelles, classiques. Et puis ensuite des personnes qui ont connu les difficultés de la rue, qui seront également accueillies, mais donc dans un projet avec des associations qui les entourent, qui les accompagnent tout au long de leur parcours n'étant pas forcément destiné à rester là toute leur vie. Peut-être un peu plus pour ceux, bien sûr, qui ont des difficultés à se mouvoir, qui sont des grands accidentés de la vie. On peut le devenir, chacun d'entre nous, même si personne ne le souhaite. Alors, dans cette opération qui est menée par le diocèse fera l'objet d'une réunion spécifique, bien sûr, avec les riverains immédiats, dès que les responsables du diocèse seront prêts. Je les ai rencontrés récemment. Tous les permis sont maintenant définitifs. Il y a eu effectivement des recours importants provenant plutôt de riverains voisins, ce qui est assez traditionnel. Ces recours ont été jugés, ont gravi les différentes instances et puis finalement n'ont pas été retenus, et l'opération se fera avec sans doute un démarrage des travaux
qui se déroulera pas avant, sans doute, pas avant l'été 2023, durée 2 ans, 2 ans et demi, donc une opération qui se terminera sans doute en fin 2025, début 2026. Alors les deux choses intéressantes pour ceux qui ne seront pas directement hébergés, c'est-à-dire pour la quasi-totalité d'entre nous, c'est l'ouverture du jardin au public, un jardin de 4000 m² qui va être ouvert au public, qui était totalement fermé, qui va être ouvert et qui sera sans doute profondément rénové, puisque les arbres sont dans un très mauvais état. Beaucoup d'entre eux devront être malheureusement abattus, mais un nombre considérable d'arbres seront replantés, dont des arbres fruitiers, et le jardin fera l'objet d'une convention entre la direction des parcs et jardins de la mairie de Paris et le gestionnaire du lieu. C'est-à-dire que c'est un jardin qui sera bien sûr ouvert de façon calendaire, c'est-à-dire en fonction bien sûr de la durée de la journée, plus l'été, moins l'hiver, et selon des horaires, si vous voulez, aménagés. C'est-à-dire, ça ne sera pas ouvert à 6 heures du matin. Remarquez que Luxembourg n'est pas ouvert non plus à 6 heures du matin, et ça fermera pas à minuit, donc il n'y a pas de risque de stagnation de personnes diverses et variées. Et s'y ajoutera également un passage qui sera lui aussi fermé, qui devrait être fermé la nuit, en tout cas je demanderai qu'il soit fermé la nuit, qui permettra de passer de la rue de Vaugirard à la rue du Cherche-Midi. Donc vous voyez, c'est une opération. S'y ajoutera enfin un établissement de petite enfance conventionné, sans doute avec la caisse d'allocation familiale, pour accueillir à peu près 25 enfants, c'est-à-dire une multi-accueil, une petite crèche qui viendra compléter les établissements existants. Voilà, donc si tout à l'heure vous voulez revenir sur ce dossier, on y reviendra, mais je le dis d'emblée, nous ferons une réunion spécifique avec toutes les personnes intéressées que j'aimerais faire sans doute au début de l'année ou au printemps prochain, lorsque les opérateurs auront bien sûr progressé, puisqu'il s'agit maintenant pour eux de passer des marchés, des appels d'offres, répondre à des appels d'offres et de mobiliser les entreprises qui pourront intervenir sur un projet qui est maintenant totalement ficelé, qui est totalement ficelé, avec maintien d'une partie des bâtiments existants, construction de 2 bâtiments, l'un sur la rue de Vaugirard à l'emplacement du mur qui était du mur aveugle, et un second qui se situera rue du Cherche-Midi. Troisième opération majeure, Montparnasse. Montparnasse, c'est-à-dire quid du devenir du centre commercial Montparnasse, qui est donc situé quand même à proximité du 6e, de l'autre côté du boulevard, à proximité immédiate de la rue de Rennes, de la rue Littré, d'une partie de la rue de Vaugirard, etc., etc. Alors, un point sur cette opération très très importante, qui est une opération privée. C'est pas une opération mairie de Paris, c'est une opération privée. Je le dis parce qu'un ancien maire adjoint chargé de l'urbanisme, qui sans doute était très volubile, qui préparait peut-être au moins autant sa retraite qu'il travaillait sur l'opération, a laissé croire un certain nombre de choses. C'est une opération totalement privée qui est d'ailleurs intégralement située sur le 15e arrondissement. Toute la dalle de Montparnasse, la tour, le tour CIT, c'est le 15e arrondissement. Le 14e, c'est de l'autre côté, et le 6e, c'est également de l'autre côté de la place du Juin 40. Alors aujourd'hui, quelle est la situation ? La tour Montparnasse a quasiment ses permis totalement définitifs. Début des travaux après les Jeux Olympiques, donc c'est-à-dire après l'été 2024. Avant, il y a des travaux préparatoires, mais qui n'auront pas de répercussion totale. La tour CIT, c'est celle qui est la plus proche du 6e arrondissement. Il y avait 120 copropriétaires à l'intérieur, une tour de bureau. Là encore, permis en cours d'octroi sans difficulté. Les 2 tours étant globalement réhabillées. Elles sont réhabillées, elles sont bien sûr restructurées complètement à l'intérieur, mais elles sont réhabillées. Il n'y a pas de modification globale, sauf que la tour Montparnasse devrait être un peu plus changée de couleur, être un peu plus blanche, un peu verdie je dirais, dans les étages inférieurs. Et c'est globalement, si on voulait la qualifier, un peu une tour qu'on pourrait qualifier de singapourienne,
C'est-à-dire que ça sera une tour qui restera en dominant de bureaux, avec à l'intérieur un hôtel qui sera sur à peu près une vingtaine d'étages, et puis s'y ajoutera du coworking, etc., des restaurants, voilà. C'est un peu... La question qui reste, c'est celle du centre commercial. Du centre commercial que vous connaissez, qui est un centre commercial des années 70, qui est un peu glauque maintenant, parce que quand on y pénètre, on voit de plus en plus, si vous y allez tous les 2 ou 3 mois, vous voyez de moins en moins de commerce ouvert. Vous voyez de moins en moins de commerce ouvert. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des propriétaires, les propriétaires de la tour, qui sont une société qui s'appelle LFI, ensuite le groupe immobilier d'assurance AXA, et puis un troisième groupe qui est composé, qui est un groupe dont un des actionnaires principaux est Monsieur Niel, qui est, vous savez, le propriétaire de Free, c'est ça, de Free, et qui a de nombreux intérêts un peu partout, qui a également une branche immobilière. Et ces 3 sociétés ont racheté progressivement beaucoup des cellules commerciales du centre commercial. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé ce qu'on appelle des évictions avec des indemnisations pour, en quelque sorte, vider les cellules les unes après les autres. Donc aujourd'hui, la question est de savoir si ce centre commercial va se rénover ou pas, et céder la place d'ailleurs sans doute à un ensemble qui serait composé plutôt de moins de commerce, d'un peu plus de bureaux, de logements, peut-être de surfaces, d'autres surfaces. On peut imaginer des surfaces destinées à la santé, on peut destiner des surfaces destinées au sport, etc. Étant entendu que les équipements publics qui sont sous et qui appartiennent à la mairie de Paris vont demeurer, la piscine, le centre d'escrime, etc., ça demeurera. En réalité, si vous voulez, le projet porte uniquement sur la partie, je dirais, sur la partie au niveau de la rue, puisqu'en dessous, c'est un peu un mur de l'Atlantique version 1970. Si on voulait détruire si on voulait reprendre le sous-sol, il faudrait une armée de gens avec des marteaux-piqueurs pendant des années, sans doute, pour détruire et ensuite reconstruire. Donc, il y a des parkings, d'ailleurs. Il y a des parkings, il y a des espaces de livraison, il y a tout un tas de trucs, etc. Et puis, il y a des accès, il y a des fluides qui arrivent. Donc, tout ça doit être gardé. Donc, le débat est à ce niveau-là. C'est un débat qui est un débat, je dirais, privé, et en même temps un peu politique. Y aura-t-il un accord? Car la ville de Paris, même si elle n'est pas propriétaire, elle intervient dans ce débat, puisqu'à un certain moment, il y a une délibération qui doit passer une ou plusieurs délibérations qui doivent passer au Conseil de Paris, et il faut savoir si ces délibérations seront votées. Si elles ne sont pas votées, l'opération ne se fait pas. L'opération ne se fait pas, ça veut dire que le centre commercial, la situation actuelle, vous aurez la tour rénovée, le CIT rénové, et la situation actuelle du centre commercial qui restera là. Bon, après, c'est pas un drame. C'est pas un drame pour les propriétaires d'ailleurs qui me l'ont dit. Eux, ils peuvent très bien relouer les surfaces. On fait des baux précaires, hein, pour ceux qui connaissent la partie, on fait des baux précaires, voire même des baux même à plus long terme, avec un certain nombre d'enseignes qui viennent replanter leurs choux là, de nature diverses et variées. Il ne faut pas oublier que la tour Montparnasse, la gare Montparnasse, c'est actuellement 25 à 30 millions de voyageurs, mais à terme, ça doit monter jusqu'à 70 millions. Donc c'est un bassin commercial, c'est une considérable, absolument considérable. Même si on est dans un pays où on n'a plus des croissances de 10% par an. La question est de savoir même si on en a d'1 ou d'1,5%. Et que par ailleurs, vous avez eu quand même 25 000 mètres carrés en plus construits qui sont en cours de livraison sur l'avenue du Maine et la rue du Commandant Mouchotte. C'est ce qu'on appelle les ateliers Gaîté, avec maintenant une surface Leclerc de 2500 mètres carrés. Et vous avez aussi 20 000 mètres carrés de plus qui se sont construits dans la gare Montparnasse. 20 000 mètres carrés. Donc, et si la rue de Rennes veut continuer à fonctionner, et c'est tout à fait important, vous pouvez pas recréer 20 ou 30 000 mètres carrés. En réalité, le centre commercial Montparnasse, tel que vous l'avez connu, pour les professionnels, n'a plus de raison d'être. Il n'y a plus de raison d'être. Alors, dernier élément, et ça, j'ai été, depuis le début, excessivement exigeant là-dessus, la santé environnementale.
C'est-à-dire que ce chantier devra être mené de façon remarquable. Il ressemblera plus au chantier de Notre-Dame, si vous voulez, qu'au chantier qui a été mené justement rue du Commando Mouchotte, où là, l'opérateur Unibail, qui est pourtant un grand opérateur de centres commerciaux, nous avait promis un chantier environnementalement exemplaire. Moyennant quoi, vous avez vu partir dans l'atmosphère des centaines de mètres cubes de saloperies qui sont partis dans l'atmosphère. On voyait quelquefois un type avec un tuyau d'arrosage comme celui que vous avez sur votre balcon ou dans votre jardin, qui essayait de calmer les volutes de particules qui s'en allaient. Non, c'est pas sérieux. On peut pas, si vous voulez, dire n'importe quoi dans ce pays. On peut pas faire n'importe quoi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi. Il y en a même qui sont à des niveaux élevés. Mais là, moi, je n'accepterai pas que sur une opération de cette importance-là, on balance dans l'atmosphère des particules, car détruire des bâtiments des années 70, c'est envoyer énormément de particules, de l'amiante, beaucoup de choses. Donc, en réalité, on va sans doute peu détruire pour peu reconstruire. Ça veut dire que les bases, une partie des structures actuelles resteront. Mais il y aura quand même des évolutions. Mais on va pas, par exemple, détruire les poutrelles. Les poutrelles vont rester, les pieux vont rester. D'autant plus que ces pieux, je vous l'ai indiqué, sont implantés dans un sous-sol particulièrement important. On peut maintenant, si vous voulez, détruire les superstructures et reconstruire autour. En gros, désosser. Retirer peut-être un peu de chair et remettre un peu, vous voyez, comme quand l'expertise scientifique travaille sur certains cadavres, en quelque sorte. Donc, c'est en gros le principe de cette opération. Alors, ne me demandez pas la composition. La composition, elle est en débat, mais bien sûr, comme c'est une opération privée, il y a des additions qui sont faites. Donc, on peut pas transformer. Il y aura moins de commerces. Et s'il y a des commerces, il y aura des bureaux. Il y aura sans doute des logements. Quel type de logement? Je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'il y aura quand même une ou deux grandes surfaces? Peut-être. Mais alors l'opération, ça veut dire ça, c'est pas avant rien de démarrage, rien avant 2026. Rien avant 2026. Et après, c'est une opération qui peut durer plusieurs années. L'objectif reste quand même d'avoir, au lieu d'avoir le mur que nous avons actuellement, c'est d'avoir quand même des passages, d'avoir des promenades, d'avoir également des passages entre la rive 15e et la rive 14e. Actuellement, le centre est complètement hermétique. On aurait beaucoup plus de transparence, on aurait et on aurait un passage qui permettrait d'accéder de la rue de Rennes à la gare Montparnasse, si vous voulez. Une sorte de passage. Après, la question est de savoir si, par exemple, la nuit, ça sera fermé. Est-ce qu'on fermera la nuit pour assurer davantage de sécurité, pour que ça ne devienne pas une zone de non-droit au bas d'une tour singapourienne? Parce que si vous connaissez Singapour, c'est pas vraiment à Singapour, c'est cher, mais c'est sûr. Donc il ne faut pas qu'on soit trop éloigné, en tout cas, de Singapour sur le plan de la sécurité. C'est pour ça que j'ai fait venir le commissaire Rémy pour qu'il prenne des notes, même si c'est plus le 6e, c'est le 15e arrondissement, vous l'avez noté. Voilà, donc en gros le schéma, bien sûr on en reparlera, mais c'est très important que cette opération soit menée de façon exemplaire sur le plan de la santé environnementale. Pourquoi? Parce que vous avez des écoles à proximité. Vous avez la rue Littré dans le 6e, vous avez la rue de Lampe dans le 14e arrondissement, et puis avec un peu de vent, si on envoie dans l'atmosphère des volutes, ça peut arroser toute la rive sud de Paris, tout le monde peut en profiter. Donc c'est pas l'objectif de refaire un quartier. Surtout qu'il y aura d'autres opérations, il y a d'autres opérations prévues dans le 15e, la barre CNP qui est derrière, au-dessus de la gare, doit être refaite. Il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, donc il faut essayer de gérer ça le mieux possible.
Voilà ce que je voulais vous dire. J'ajoute qu'au titre du PLU, du plan local d'urbanisme, qui est actuellement en cours de définition au sein de la mairie de Paris, qui nous mobilise beaucoup, chaque quartier amène des protections. On a avec l'aide de la Société historique, on va l'aide de certains d'entre vous, on va essayer de protéger certains immeubles davantage, qui faisaient déjà, il y avait beaucoup d'immeubles, notamment dans le quartier de Notre-Dame-des-Champs, qui faisaient l'objet de protection particulière. Et on va en rajouter. Et on a surtout instillé l'idée que on puisse, notamment devant la crise du commerce d'ailleurs, que vous avez vu se développer dans beaucoup de rues. On sait que le commerce de vêtements, le commerce de chaussures souffre énormément. Peut-être que certains restaurants, il y a beaucoup de restaurants qui se sont ouverts au cours des dernières années. Il n'est pas exclu que certains aient des difficultés dans les prochains mois. Qu'on permette aux professions libérales, aux professions réglementées, de s'installer en rez-de-chaussée. Ça veut dire par exemple des études notariales, ça veut dire des médecins, ça veut dire il en existe déjà, mais ça permettrait d'ailleurs de les faire redescendre des étages, de les faire redescendre de l'intérieur des immeubles, de les rendre plus accessibles. Souvent, ils sont pas accessibles dans les immeubles. Pour les personnes qui ont des problèmes d'accessibilité, ça crée quelquefois de l'insécurité dans les immeubles également, ça fait des va-et-vient. Et enfin, ça permettrait de redonner à l'habitation des surfaces qui leur ont été ôtées, puisque souvent ces professions libérales sont implantées dans des immeubles. Alors donc ça, c'est en bonne voie pour qu'on ait effectivement ces professions libérales qui s'implantent. Alors soit en cabinet, soit en tant que particulier, et je pense que c'est une bonne chose. Alors il y a beaucoup de petites rues où les commerces souffrent. On pourrait avoir des professions libérales. Mais j'ai déjà trop parlé et je m'arrête pour peut-être tout de suite vous donner la parole. Alors je vais donner la parole à monsieur qui est au premier rang, et après il suffit de lever le doigt et de... Bonsoir messieurs, Jérôme Paillard, je représente le conseil syndical du Sévrien, rue de Sèvres. On a trois préoccupations, une dont vous n'avez pas parlé, qui est apparemment le détournement du trafic de la rue de Vaugirard dans la rue de Sèvres. Donc est-ce que vous pourrez en dire un mot? L'état de nettoyage des rues, qui est notamment de la rue de Sèvres, qui est assez déplorable. Et puis également pas mal de difficultés avec la RATP rue de Sèvres également, de stations de bus qui ont été déplacées, qui ne sont pas, qui sont mal implantées, qui ne sont plus équipées, notamment des afficheurs qui permettent de suivre l'avancée des bus. Donc est-ce que vous pouvez nous répondre sur ces trois questions? Merci. Et la disparition du 39 pour la RATP aussi. La disparition du 39 pour la ligne de bus. Ah oui, alors j'essaie, bien évidemment. D'ailleurs, cette réunion, je voulais vous le signaler, elle est captée. C'est-à-dire, vous la retrouverez sur le site internet de la mairie du 6e. C'est la première fois que nous le faisons. Alors, sur ce qui concerne la RATP, on note, mon directeur de cabinet qui est dans la salle note ça. On a une excellente correspondante qui s'appelle Madame Pouget, Sylvie Pouget, qui est d'ailleurs tout à fait performante. Alors, sur le 39, malheureusement, ça, c'est une décision qui est intervenue. Le 39 existe toujours, mais il a été redéployé sur un autre itinéraire. Sur les arrêts de bus, ça, je vous demanderai peut-être d'être plus précis, mais j'interrogerai parallèlement Madame Pouget. Éventuellement, renvoyez-moi un petit texte, un petit courriel, et on verra si on peut effectivement améliorer les choses. Il arrive qu'on puisse déplacer des arrêts de bus. On essaie en général pas trop le faire parce que c'est souvent pas fondé. C'est quelquefois un commerçant qui ne veut plus d'arrêt de bus devant son devanture et qui essaie d'en faire profiter un autre commerçant, donc c'est pas toujours. Bon, là je vois bien le Sévrien qui est un très bel immeuble. Vous avez un arrêt de bus devant. On a beaucoup travaillé. J'avais beaucoup travaillé avec votre prédécesseur qui est là, peut-être.
Et on avait travaillé sur l'emplacement, les emplacements vélos, sur un certain nombre de choses. Donc ça, je trouve que l'environnement s'est quand même amélioré. Après, le problème, c'est le fait que vous ayez quand même une grande surface. Il y a 2 grandes surfaces qui sont face, le Carrefour et Sodebio. Il y a le Franprix à côté qui s'est transformé en Monop. Et tout ça génère, notamment dans le renfoncement, dans votre sortie de garage, un certain nombre de choses quelquefois un peu désagréables, avec éventuellement quelques Roms qui viennent chaparder. Voilà, ça génère un trafic, un autre trafic. Alors après, la mauvaise nouvelle que je vais vous annoncer, mais elle ne sera que temporaire, c'est que la RATP change de rame sur la ligne 10, change de motrice. C'est d'ailleurs peut-être les motrices de la ligne 4 qui vont passer sur la ligne 10, et la RATP est obligée de renforcer son réseau électrique pour la ligne 10. Donc vous allez avoir un deuxième chantier qui va démarrer pour quelques mois, qui va aller à nouveau de Duroc jusqu'au poste de la rue de l'Abbé Grégoire, avec une première partie qui va être entre Duroc et la rue Maillet avant Noël, et la deuxième partie entre la rue Maillet et la rue de l'Abbé Grégoire entre janvier et en gros mars. Et en mars. Donc l'endroit le plus sensible avec le maximum de commerce de bouche étant de Duroc jusqu'à la Poste. La Poste qui entre-temps rouvre le 4 novembre et qu'on inaugurera le 25 novembre. Je parle de la rue de Sèvres. Il y a eu un chantier. Non mais cet l'été, je vous le dis parce que c'est quand même une mauvaise nouvelle, parce que les gens pourraient penser qu'on se fiche d'eux. Il y a eu un gros chantier côté rue de Sèvres, côté 7e, et là il y a un chantier côté 6e, mais qui concerne, c'était de nature différente. Et il y a les bungalows de chantier, parce qu'on doit avoir des bungalows de chantier qui seront mis rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle, mais on les mettra, je dirais, le moins gênant possible. C'est-à-dire que le 5-7 rue Jean-Baptiste de la Salle, on ne le mettra pas devant la sortie de l'immeuble, on les mettra un petit peu plus haut. Voilà. Donc, vous voyez, je joue la totale transparence vis-à-vis de vous. Donc, question sur le groupement de la rue de Vaugirard. Alors sur le groupement de la rue de Vaugirard, non, il n'y a pas ça. C'était un projet qui existait, sur lequel j'avais fait une consultation, qui était une consultation qui était très majoritaire, où les gens se sont exprimés majoritairement contre le projet de mise à double sens de la rue de Vaugirard dans sa partie comprise entre la rue de Rennes et le boulevard du Montparnasse. C'est un projet stupide, puisque ça conduisait beaucoup plus de circulation à passer par la rue Littré, qui est une rue aux écoles, la mairie de Paris, et que j'accompagne, un projet que j'accompagne, qu'on accompagne d'ailleurs, tout notre conseil d'arrondissement a plébiscité le projet de rue aux écoles, rue Littré, mais si dans cette rue où il y a quand même 500 enfants, entre la crèche, le groupe scolaire, qui circulent avec beaucoup de familles, si le projet de mise à double sens de la rue de Vaugirard, ça renvoyait énormément de circulation sur la rue de Rennes et sur la rue de Sèvres, et surtout, pour que les gens qui ont des parkings rue de Vaugirard, il y a beaucoup de parkings, ça créait également beaucoup plus de circulation rue du Cherche-Midi, rue Jean-François Gerbillon, et énormément rue Littré. Je pense que normalement, j'ai pas eu de réponse officielle, mais on m'a dit que effectivement ce projet n'aurait pas lieu. Voilà. Donc la rue Littré, c'est sur la propreté. Vous savez, on a tous des progrès à faire, mais sur la propreté, on va essayer de voilà. Donc je voulais le dire, mais en tout cas, vous aurez des travaux, quelques travaux et après, je pense que on sera tranquille. Est-il possible de la végétaliser un peu? La rue de Sèvres? Oui. L'endroit où on pourrait végétaliser, c'est... Le problème principal étant la propreté. C'est un peu devant le Sévrien. Mais on n'est pas contre y mettre des arbres. C'est un peu devant le Sévrien, puisque, si vous voulez... Non mais madame...
il y a 10 ans, on a eu la même situation rue de Rennes. On voulait végétaliser la rue de Rennes. Il y a même un conseiller de Paris qui voulait à tout prix, qui avait écrit que la rue de Rennes serait végétalisée. Sauf que la rue de Rennes, elle fait 22 mètres de largeur. En dessous, vous avez le métro, vous avez les égouts, donc vous n'avez plus de place pour planter des arbres. Ou alors il fallait planter les arbres au ras des façades, ce qui était un peu embêtant. Et quand vous laissez pas suffisamment de place aux arbres, vous avez des problèmes avec les racines. C'est ce qu'on a notamment place Bréa-Vavin. On a des arbres qui se développent. On a fait un aménagement assez sympa, mais finalement maintenant une partie de l'aménagement est soulevée par les racines. Donc certes, mais il y a par exemple, comme on le voit au Luxembourg et dans d'autres endroits parisiens, d'énormes bacs en bois sur lesquels vous pouvez planter quelques buissons, en tout cas arbustes. Mais les bacs en bois ne sont plus écologiques, puisque les bacs en bois, ils sont pas là. Il n'y a pas de... Vous voyez, il faut amener de l'eau. D'ailleurs, si vous voulez, on a mis des bacs, on a mis un certain nombre de bacs rue de Rennes, et on en a mis rue Saint-Placide. Rue Saint-Placide, j'avais un engagement d'un certain nombre de commerçants à s'en occuper. C'est la ville qui continue à arroser les plantes, et tant mieux d'ailleurs. Donc, si vous voulez... mais Sévrien, il faut regarder. Sévrien, comme votre immeuble est un peu en retrait... on pourrait peut-être voir si on ne peut pas éventuellement planter des arbres. Alors, ça coûte très cher, hein, ça coûte très très cher. Hein. Il faut débitumer, mais pourquoi pas? On peut voir si on peut, dans un éventuel projet participatif, vert peut-être, qu'on pourra peut-être proposer l'année prochaine, inclure éventuellement cette... mais il faudra voir si à qui appartient la bordure. Vous voyez, si vous êtes domaine public ou domaine privé. Voilà, on va quitter le Sévrien maintenant parce que non, mais justement, s'il vous plaît, monsieur. L'ancien hôpital Laennec, quand le nouvel immeuble a été construit, il y avait un projet de mettre un mur végétalisé. Ce mur n'a jamais été fait. On ne peut pas exiger au propriétaire de cet immeuble, de mettre un mur végétalisé comment c'était prévu dans le plan. C'était dans le 7e. Si vous me le retrouvez, on pourra lui poser la question, s'il existe toujours. Mais vous savez, les promesses, il y avait un homme politique célèbre qui disait « Les promesses n'engagent que ceux qui les prononcent ». Voilà, allez, autre question. Oui, Thierry Midavan. Pas le commissaire. Voilà, justement, je voudrais revenir sur le segment de la rue de Vaugirard entre le boulevard Montparnasse et Saint-Placide, où également tout l'objet de la concertation portait également sur ou non la pérennisation des pistes cyclables, la problématique du contresens qui était dangereux et toute la problématique de la circulation et les possibilités de stationner ou de livraison qui aujourd'hui sont impossibles. Donc est-ce que la concertation qui avait été engagée avec vous-même et Monsieur Béliard, est-ce qu'il y a des suites? J'avais laissé un courrier électronique qui restait sans réponse. Quelle est la situation? On est plutôt sur une semi-pérennisation de la piste, c'est-à-dire si vous avez été rue de Vaugirard, côté 15e, juste vers le métro Falguière, on a mis des petits plots noirs et blancs. Et je pense qu'on pourrait mettre ça, parce que si vous voulez, l'état actuel de la rue de Vaugirard, c'est un état un peu triste. Vous avez des blocs de béton, c'est même dangereux. C'est même dangereux pour les cyclistes. Si un cycliste tombe et se prend un bloc de béton, donc moi je suis pour la pérennisation temporaire, puisqu'en réalité, la pérennisation totale, il faut aller au bout de la rue de Vaugirard, c'est-à-dire vers la porte de Versailles, et de voir ce qui pourrait être fait au final. Mais pour le moment, je propose qu'il n'y ait que cette semi-pérennisation. Pourquoi ? Parce que le chantier du 110 rue de Vaugirard va tout modifier. Puisque là, vous allez avoir 30 mètres de façade en travaux, et vous allez avoir des smirmorques qui vont arriver. Donc sans doute que la piste cyclable devrait être neutralisée, à mon sens, mais je ne suis pas ingénieur de la voirie, à mon sens, elle devrait être neutralisée vraisemblablement pendant la durée des travaux,
entre la rue Littré et le boulevard du Montparnasse. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui. Il y avait, à la dernière réunion, j'avais signalé que les places pour handicapés avaient pratiquement disparu. Maintenant, il n'y en a plus du tout, ni rue Littré, ni rue de Vaugirard, et ni rue Ferrandi. Alors, on peut reprendre ça. Alors, il n'y en a plus rue de Vaugirard, puisque malheureusement, puisque tout le stationnement a été supprimé. Tout le stationnement a été supprimé, même les aveugles qui sont, la croisade des aveugles qui sont là, voilà, ça c'est une évidence. Après, la rue Littré, c'est une caractéristique de la rue aux écoles, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de stationnement. Mais on a quand même maintenu du stationnement, puisqu'on a dû recaser les véhicules de la protection civile, qui ont été recasés rue Littré, donc le bas de la rue Littré est toujours stationné. Après, il y a beaucoup d'habitants rue Littré, donc la nuit, c'est logique qu'ils puissent stationner, mais le jour, effectivement, il y a théoriquement plus de stationnement. Alors rue Littré, là, en été, l'aménagement pour le moment a été minimaliste. Mais vous aurez une seconde phase qui interviendra vraisemblablement en 2023 avec beaucoup plus de végétalisation. Et là, ça sera en discussion entre les habitants de la rue Littré, les directrices d'école, l'association qui existe qui s'appelle le Grand Littré. Donc là, il y aura davantage de concertation, enfin il y aura de la concertation, pardon, cette concertation n'a pas eu lieu pour le moment puisque les services techniques n'étaient pas prêts, sur une végétalisation de la rue Littré, mais qui sera une végétalisation modérée, si vous voulez, c'est-à-dire avec de la végétalisation, on va pas mettre des baobabs, rue Littré, on va mettre, sinon on pourrait plus circuler sur les trottoirs, on va mettre des petites plates-bandes, des petites plantes grimpantes, etc., etc. Mais il y a un projet aussi peut-être d'ouverture d'un petit jardin. Et puis n'oubliez pas que la rue Littré et les habitants de la rue Littré et la rue de Vaugirard bénéficieront quand même à terme de ce jardin de 4000 m². Ça va quand même être un truc superbe. C'est un truc superbe. Un jardin qui sera totalement refait. Avec une terre d'ailleurs qui sera changée également. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que cette terre contenait du plomb. Donc on va sans doute être à changer la terre. C'est le plomb qui préexistait, qui datait peut-être d'avant du 19e siècle, etc., etc. Mais à nouveau, voilà, sur ce segment de la rue de Vaugirard, on a réellement besoin de places de stationnement, de livraison, de dépose, des taxis qui desservent les hôtels, et c'est un vrai problème. Et effectivement, les places handicapées sont effectivement aussi font partie du lot. Il faut vraiment remettre à plat cet aspect. Je ne maîtrise pas la politique de circulation et du stationnement temporaire sur ce segment de la rue. Moi, j'essaie de faire en sorte que ça soit le moins le bazar possible. Les terrasses sont... Non, alors, attendez, il faut être quand même objectif. Dans cette partie de la rue de Vaugirard, vous avez assez peu de commerces. Il n'y a pas de terrasse. Il n'y a pas de... Non, mais il n'y a pas de terrasse. Voilà. Il y a quand même... Et d'ailleurs, globalement, il faut quand même reconnaître que les terrasses estivales, vous avez vu qu'on a géré ça de façon très appropriée. Il n'y a pas eu de débordement, fondamental. Voilà. Sur la rue de Grégoire, il y a des travaux d'un côté, de l'autre côté, il y a toutes les terrasses. On peut tout passer. Les travaux vont se terminer au début de l'année. Alors, autre question. Oui. On progresse un peu. Monsieur Davzac. Bonjour, oui, excusez-moi. Monsieur Davzac va c'est... parler après madame. Allez-y. Donc, bonsoir, oui, je suis membre du conseil syndical du 11 rue Saint-Romain et j'ai un tout autre sujet que je souhaitais aborder, c'est le problème de la coordination de la CPCU, donc le chauffage urbain,
puisque nous sommes intéressés pour passer à ce type de chauffage. On est en train d'étudier cette question et on a appris que la rue de Sèvres, en fait, est déjà raccordée, mais pas la rue Saint-Romain. Et lorsqu'on demande au niveau de l'entreprise de chauffage urbain, ils nous indiquent que si on veut être raccordé, ça coûtera 300 000 €, ce qui, au niveau de notre copropriété, n'est pas évidemment envisageable. C'est logique. Voilà. Et donc ma question, c'est de savoir comment on pourrait coordonner éventuellement, probablement qu'il y a d'autres immeubles sur la même rue qui pourraient être intéressés. Enfin, comment on pourrait avancer pour avoir une démarche un petit peu coordonnée? Est-ce que la mairie d'arrondissement peut aider sur ce type d'initiative? Le 11 rue Saint-Romain, c'est la grande propriété avec le petit square au milieu. C'est ça. Juste Oui, c'est à ça. côté de la. Voilà. Très bien, je vois très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez un petit courriel, et puis on va regarder ça, parce que Guillaume Godet, s'occupe beaucoup de performance, on essaie d'améliorer la performance énergétique. On essaie d'ailleurs de faire en sorte qu'il n'y ait plus de copropriété chauffée au fioul dans l'arrondissement. Il y en a encore une quarantaine à peu près. Et de passer effectivement à d'autres modes de chauffage. Alors le chauffage urbain, c'est effectivement une très bonne technique, sauf que effectivement le chauffage urbain, c'est compliqué, il faut tirer le réseau, et ils sont souvent sur les grands axes. Après, il faut qu'ils fassent bien leurs travaux, parce que quand le chauffage urbain, quand il y a des défauts, ils sont obligés de rouvrir la chaussée. Et c'est les chantiers les plus longs, les plus compliqués, les plus dangereux, etc. Mais donc, rue Saint-Romain, oui, bien évidemment, il faut qu'ils tirent, il faut qu'on arrive à... Il faut qu'il y ait plusieurs immeubles qui soient intéressés, mais on peut peut-être poser la question. D'accord, merci. Dans le quartier Saint-Placide, Monsieur le maire, il y a beaucoup de corbeilles pour jeter les déchets. Il y a des cendriers, les services de la propreté font leur travail, et pourtant c'est vrai, comme l'a dit le monsieur qui a pris la parole au début, les rues sont sales. Donc ça vient des comportements des gens. Alors je voulais vous demander, m'adresser à monsieur le commissaire, est-ce qu'il y a des sanctions? Moi je n'ai jamais été témoin de la moindre amende, même de la moindre interpellation pour suggérer que ces gestes-là, ça ne se fait pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu, monsieur le commissaire, des sanctions? Concernant ces infractions, comme vous le dites, il s'agit de contraventions. Essentiellement, ce sont les agents de la police municipale qui les dressent. Donc, des gens qui ne sont pas placés sous mon autorité. Vous m'entendez passer, peut-être? C'est mieux comme ça. Déjà, je vais peut-être faire un petit rappel, mais dans le cadre des contraventions, les interpellations ne sont pas possibles vu qu'on est dans un cadre qui est non coercitif. C'est-à-dire que pour aller interpeller quelqu'un, il faut qu'il y ait eu un délit ou un crime qui soit puni d'une peine d'emprisonnement pour pouvoir appréhender en fait un individu. Donc là, effectivement, on n'est pas dans ce cas-là. Deuxième sujet, il faut être aussi, l'agent verbalisateur doit être témoin du fait, ce qui rend la chose, vous l'aurez bien compris, assez compliquée. Donc, je crois, je vais parler sous le contrôle un petit peu de M. Godet, qui suit ces questions-là quotidiennement, mais la police municipale dresse très régulièrement des contraventions pour des jets de mégots, pour des épanchements d'urine, sur ces genres de choses qui, je sais, sont des sujets extrêmement prégnants sur l'arrondissement, ces questions à la fois de la propreté. Je suis très surpris, j'ai pas encore entendu parler des nuisances sonores, mais en général, souvent, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Bon, voilà, ça c'est... J'en suis... mais sachez que la police municipale, sur ce sujet, je vais parler en leur nom, est quand même très active. Mettez le... Pas à mon niveau, ça c'est plutôt la police municipale, mais je peux pas vous répondre. Là, c'est vraiment un sujet
qui est géré par la police municipale. Non, mais il y a quand même, vous les voyez pas toujours, mais il y a beaucoup de contraventions. Il y a beaucoup de contraventions qui sont mises. Il y en a eu 500, je crois, la semaine dernière, de tout type, si vous voulez. Il y a quelquefois des jets de mégots, ça, il y en a assez peu, mais il y a beaucoup de présentations de conteneurs qui sont pas présentés de façon, je dirais, appropriée. C'est-à-dire les conteneurs qui sont laissés sortis des heures. Vous avez aussi des infractions à sécurité routière. Il y a d'ailleurs, il y a un dispositif qui est mis régulièrement rue de Vaugirard à proximité de l'école Littré, puisque malheureusement on a des cyclistes inciviques qui se mettent en danger et qui mettent en danger les enfants qui vont à l'école Littré, etc., etc. Donc ils ont beaucoup de travail, ils font beaucoup de choses. Alors on revient. Non, madame, on reviendra. Madame, soyez. Non. Une ville comme Londres, qui est absolument gigantesque, plus grande que Paris, vous n'avez rien au sol. Il y a des caméras, les gens qui laissent des crottes de chien, des plastiques, etc., sont lourdement. Ils ont des amendes très... Nous ne sommes pas des Anglais. Si on l'était, on le saurait depuis longtemps. Et puis, on boirait tous du thé mais vous boiriez tous du thé en m'écoutant. Et vous mangeriez des roll-ups. Alors. Oui. Non, j'ai rien à faire. Je voulais juste revenir une seconde sur sur la rue Littré et le stationnement. Il me semble que donc le principe de la rue Littré, c'est pas de stationnement, sauf livraison, sauf protection civile. Il me semble, mais comme il y a toujours des voitures, on voit mal. Mais il me semble qu'il existe une place handicapée. Oui. Et il me semble aussi stationnement moto aussi. Pardon ? Et du stationnement moto. Ah. Et il me semble qu'il existe encore 2 places de stationnement payant libre. Donc, pourquoi une des 2, à la limite, ne pourrait-on pas la transformer en place de stationnement pour handicapés ? Pourquoi pas ? Je profite d'ailleurs pour dire à monsieur que le 6e, pendant longtemps, notre inspecteur de voirie était interrogé, il considérait qu'on avait plus de places d'handicapés que la moyenne. Après, parce que attention, les places handicapées, la réglementation, c'était la place handicapée est attribuée à un porteur de handicap. C'est pas je mets des places de handicapés partout pour pouvoir passer d'une rue à une autre. Je dis ça d'ailleurs sans jugement de valeur. Je recite la réglementation parisienne. Vous avez une place handicapée à proximité de votre domicile ou à proximité de voilà, c'est un peu ça. Mais là, on va revoir les choses. Oui, enfin, vous savez, les gens qui passent avec des trucs, là, ils respectent plus tellement les caducées, je suis pas sûr. Directement à Handistat, une émanation de la mairie de Paris, Handistat vous fournit le document nécessaire pour que vous soyez libre de stationner partout gratuitement. On le note. Merci de votre intervention, monsieur. Alors, autre madame ? Oui, bonsoir, monsieur le maire. Non, mais attendez, il faut un peu de discipline. Et les personnes au premier rang ne peuvent pas être les seules à intervenir. La salle est remplie, donc il est normal que le micro circule. Non, je ne suis pas du tout. Monsieur le maire, bonsoir. Je voulais revenir, puisque je vous en ai déjà parlé, et même souvent, sur la nuisance de la caserne de pompiers, puisque moi j'habite rue de Mézières, et donc jour et nuit, nous avons les pompiers qui passent devant. Moi j'habite au Carrefour, et c'est une catastrophe. Et ça fait 20 ans que j'habite là, même un peu plus, et ça dure depuis 10 ans. Voilà, alors je vous en avais déjà parlé, vous m'avez dit que vous n'aviez pas la capacité de faire quoi que ce soit. On avait aussi évoqué la possibilité de faire passer les pompiers directement par la petite rue Carpentier, Marie Carpentier, qui est en sens unique actuellement. Alors les pompiers pourraient passer par là,
et arriver directement rue de Rennes. Mais très sincèrement, les petites rues, on a choisi ces petites rues, c'est pour habiter au calme. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire, de votre réponse à nouveau. Oui, raison de me rappeler ça, mais bon, bon, les pompiers, on peut pas vraiment être contre les pompiers, surtout que ce sont des soldats du feu. Vous savez d'ailleurs qu'on a du mal, on n'en a pas suffisamment en France, on a du mal à les recruter. Une des difficultés que nous avons, parce que je vous cache pas je cache pas la vérité, c'est qu'avant on avait beaucoup de pompiers qui étaient quand même domiciliés à la caserne. Maintenant, on a beaucoup de pompiers qui viennent de province. C'est-à-dire que vous avez des pompiers qui font 3 jours à Paris. Donc, il y a un turnover beaucoup plus important. Donc, on a des équipages de pompiers qui tournent beaucoup plus. J'ajoute que, je vous le rappelle, 90% des interventions de pompiers, c'est ce qu'on appelle des secours aux blessés. Ce sont soit des personnes qui sont victimes d'accidents de rue, soit des personnes qui ont des incidents physiques, spécifiques, c'est-à-dire des personnes qui ont des AVC, qui ont des malaises cardiaques, qui sont à domicile, qui n'arrivent plus à bouger, qui interviennent. Donc c'est vraiment destiné, leur intervention, elle est très importante. Si on a d'ailleurs un taux de mortalité beaucoup moins fort à Paris que dans des départements ruraux, c'est parce que les pompiers, les services de secours interviennent rapidement. Quand vous êtes au fin fond de la Creuse ou de la Corrèze et que le fourgon du SMUR met 3 quarts d'heure à arriver, bah vous avez le temps, vous passez de l'autre côté de la barrière, comme on dit. Hein. Donc voilà, ça c'est quand même. Mais après, je conçois moi-même de mon bureau. Si vous voulez, de mon bureau, ou d'ailleurs, on aurait pu, dans cette salle, là, on est sur l'arrière de la caserne des pompiers. On aurait pu être témoin. Effectivement, ils utilisent trop souvent leurs avertisseurs, ou trop longtemps, c'est-à-dire quand ils remontent la rue de Mézières, c'est effectivement, ils devraient corner plutôt à l'arrivée sur la rue de Rennes. Pour éviter d'ailleurs de se prendre des cyclistes qui grillent systématiquement le feu à l'intersection de la rue de Rennes et de la rue de Mézières. Trottinette, roues, enfin tout l'acabit, etc. Ce que je vous propose, c'est que là encore, Guillaume Godet, qui n'est pas un génie, mais qui est mon directeur de cabinet et qui a des contacts réguliers avec le capitaine de pompiers, qui est d'ailleurs qu'on voit régulièrement et qui est désireux d'ailleurs de davantage de liaison avec la mairie, lui fasse une nouvelle fois passer le message. Voilà. Oui. À quel endroit, chère madame? Comment? À quel endroit, chère madame? À quel endroit? C'est à la rue de Rennes, boulevard Raspail, partout. Oui. Bien sûr, mais... Alors ils disent oui, on est permis, il n'a pas passé... Je sais. On va refaire une grande campagne. C'est vraiment parce qu'on ne va rien entendre sur la vidéo. Parce que quand les gens Madame Hervieux, qui est conseillère de Paris, qui va me poser une question. Oui, bonsoir Monsieur le maire. Je profite de la présence de Monsieur le commissaire pour poser une petite question sur justement ces questions d'incivilité et d'usage des différentes mobilités. Il y a des missions d'information et de prévention où vos services sont censés intervenir dans les établissements scolaires. Je pense notamment au lycée, au collège Montaigne, par exemple. Et j'ai entendu dire qu'il était difficile de joindre la police à ce sujet, alors notamment pour le collège Jacques Prévert, mais qui est en dehors des terrains qui nous intéressent ce soir, mais ils avaient du mal à vous joindre, visiblement, à trouver des créneaux pour faire justement ces modules de prévention sur la sécurité routière et sur l'usage des stupéfiants aussi. Donc je voulais savoir si c'était un sujet pour vous. Et puis une petite question aussi, s'il y a un plan spécifique sur la prévention des cambriolages, puisque c'est un sujet qui est quand même important pour notre arrondissement et on sait que voilà, la fin d'année arrivant, c'est une période aussi propice pour ces méfaits. Donc savoir si vous avez un avis sur cette question. Merci. Excellente question. J'ai plusieurs avis sur cette question, effectivement.
Alors, concernant la première partie de votre question sur la mission prévention, communication, écoute du commissariat, donc comme vous le savez peut-être, nous avons organisé il y a quelques semaines une réunion globale avec tous les chefs d'établissement sur les 5e et 6e arrondissements, donc évidemment pour l'élémentaire et également collège-lycée, donc maternelle. On a eu on a invité en tout cas tous les directeurs d'établissement que nous avons rencontrés. Nous leur avons présenté à cette occasion justement tous les modules que nous présentons, mais notamment sur alors certains modules sont à notre main, on en fait beaucoup notamment qui nous sont très demandés, c'est sur les réseaux sociaux, les dangers d'Internet, ce genre de choses que nous pratiquons. Et il y a certains, dont celui que vous avez cité sur les stupéfiants, c'est pas nous. C'est la brigade des stupéfiants de Paris qui s'occupe de ces modules, d'où peut-être un peu la difficulté en fait de récupération de créneaux, car il y a une seule brigade des stupéfiants à Paris. Comme l'a dit Monsieur le maire, maintenant on est sur 17 circonscriptions avec de très très nombreux établissements scolaires, et je pense que pour la brigade des stupéfiants, ça doit être quand même assez compliqué de satisfaire tout le monde, malgré, j'en suis conscient, un besoin certainement impérieux. Donc ça c'est pour... C'est noté Jacques Prévert quand même. Si de toute manière, nous ils nous écrivent, je suis assez surpris qu'ils n'arrivent pas à nous joindre, parce que nous on a une adresse fonctionnelle de la MPCE que je pourrais vous recommuniquer si vous le souhaitez évidemment, mais c'est une adresse fonctionnelle sur laquelle tous les fonctionnaires de la mission de prévention ont accès. Ils répondent, je dirais, très vite. En revanche, après, effectivement, sur les interventions, on en a quasiment tous les jours, des interventions dans les établissements scolaires. Vous voyez, vous parliez de Montaigne aussi, j'ai cru comprendre. Parce que Montaigne, moi j'ai vu le directeur, là pour le coup j'en suis sûr, à la réunion, donc on a pu échanger. Voilà, il faudrait que j'ai un petit peu plus de détails, on en reparle juste après si vous voulez. Je vous laisserai mes coordonnées et puis on verra ça. Alors concernant les cambriolages, c'est un sujet effectivement de sécurité qui est prégnant sur l'arrondissement d'à côté également. On est sur des volumes assez comparables entre le 5e et le 6e arrondissement, des volumes qui sont déjà inquiétants, qui étaient déjà inquiétants l'année dernière. On a notamment fait une petite opération de communication avec la mairie du 6e concernant les bonnes pratiques sur je dirais, à essayer de mettre en place au niveau de sa maison pour éviter en fait les déprédations. On a plusieurs modes opératoires. On a effectivement 80% à peu près des cambriolages sont à destination des appartements, à peu près 20% sur les commerces. Donc ça, appartements plutôt de journée, commerce plutôt la nuit, c'est assez logique. Et donc on a la plupart du temps quand même beaucoup de portes claquées, donc des gens qui vont juste claquer la porte. Ça, ne le faites pas, faut fermer la porte derrière, parce que évidemment on a une certaine frange de cette population qui crochette tout de suite, qui vont utiliser notamment des morceaux de plastique rigide, traditionnellement notamment les radios, les choses comme ça, pour pouvoir travailler sur la porte et l'ouvrir en quelques secondes. Donc ne pas mettre les clés dans ces boîtes aux lettres. Ça, il y a des gens qui travaillent exclusivement comme ça, avec des aimants. Ils vont chercher dans vos boîtes aux lettres et il y a toujours quelqu'un qui va avoir laissé une petite clé, et comme ça vous vous faites cambrioler très rapidement. Et puis c'est un investissement, mais la qualité de la porte évidemment et de la serrure, voilà, dans le 6e on peut... N'hésitez pas, si vous avez un investissement à faire, évidemment, c'est un investissement qui est assez gagnant, car le cambrioleur est par nature assez pragmatique, et il va s'attaquer plutôt là où il va avoir des faiblesses. Donc évidemment, quand il voit une porte qui n'est pas protégée, et une porte blindée, et une porte qui ne l'est pas juste en face, il va choisir la porte qui ne l'est pas.
sans difficulté, car les modes opératoires sont souvent assez basiques. On va forcer avec un tournevis, on va casser le bas de la porte parce que vous n'avez pas une serrure 3 points, donc du coup le bas de la porte va être donc à coup de pied, ils vont pouvoir casser en fait le bas de la porte, on parle nous dans le jargon de trou d'homme, et ils vont pouvoir s'introduire en bas de votre porte. Donc voilà, serrure 3 points, je vous dis des banalités, mais si tout le monde faisait ça, je pense qu'on aurait nettement moins de cambriolage. Alors c'est de la prévention, on va dire, situationnelle, mais c'est assez efficace, et parce que force est de constater que c'est difficile d'interpeller des individus en flagrant délit. Ils mettent très peu de temps pour commettre leur forfait. C'est quelques minutes, hein. Ils passent très peu de temps dans un appartement. Une fois qu'il est cassé, c'est 1 à 2 minutes. Ils vont se concentrer sur quelques endroits, essayer de prendre des bijoux, quelques sacs, des choses comme ça, mais ça va prendre 1 minute, guère plus, 2 minutes. Donc bon, les voisins aussi, hein, si vous entendez des bruits, des coups sourds, appelez la police. Faites le 17. Là, dernièrement, on a fait 1 ou 2 interpellations. Elles sont dues à des riverains qui ont eu le bon réflexe. Donc nous, ça nous a permis, on a eu des mineurs isolés qui ont été faits très récemment, qu'on a réussi à faire incarcérer. Donc c'était plutôt une satisfaction. Voilà, on a réussi à les faire sur place. Et grâce à un bon travail d'investigation, parce que ça a été une affaire assez admirable, parce qu'il y a eu un bon réflexe à la base d'un administré, à la fois une belle intervention de voie publique et un beau travail judiciaire, qu'on a pu rapprocher d'autres faits à ces individus pour démontrer qu'on avait vraiment affaire à des délinquants d'habitude, et donc du coup convaincre les magistrats du fond de la nécessité de les écarter en fait de la société. Voilà. Merci. Juste 2 petites questions. Une pour vous, commissaire. Où en est-on des roues dégonflées ou crevées dans Paris? Ça, vous connaissez le problème. Et une question courte pour Monsieur Lecoq. Qu'en est-il du cinéma Harlequin et de ses locaux entièrement affichés et pour lesquels on ne peut pas nettoyer avec l'auto-laveuse entre l'abribus et cette partie-là? Merci. Je vous laisse faire sur... Alors pour les SUV, pour l'instant, à ma connaissance, on a eu encore effectivement quelques faits qui nous ont été signalés très récemment. Alors je ne sais pas si vous avez été victime, mais la semaine passée, ou même il y a quelques jours, hein, c'est tout récent. On a eu effectivement les fameuses prospectus et les roues dégonflées. Pour l'instant, on n'a pas réussi à mettre la main sur les individus en question. Et je vous avoue, on s'interroge même sur sur l'infraction à retenir. On pense mettre plutôt, on pensait à de la mise en danger, on pensait à des choses comme ça. On n'a pas la certitude que le parquet nous suivrait sur cette analyse juridique. Mais en tout cas, c'est l'orientation que nous faisons. Pour l'instant, on n'a pas réussi nous de notre côté, encore à interpeller sur le fait ou sur l'enquête ces gens-là. Il faut dire que là aussi, hein, c'est l'affaire de quelques secondes. C'est très rapide. Et en plus, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de bris. Quelqu'un qui casse une vitre, ça se voit. Là, on est sur des choses qui sont vraiment assez difficilement détectables, même dans le comportement. Désolé de ne pas être plus... Oui, j'ajoute que ce sont des pratiques absolument détestables. On vit tous en société, certains roulent à vélo, très bien, d'autres peuvent pas rouler en vélo parce qu'ils ont des enfants, ils ont des parents. Bon, les SUV, ok, ils sont plus lourds, mais ils sont aussi, les moteurs ont fait des progrès. Bon, il faut aussi arrêter de dire et de faire n'importe quoi. Je crois que c'est avec de tels comportements, les défenseurs du climat, dont je fais partie, mais ceux-là, en tout cas, malmènent et dénaturent la cause qui est la leur. Je pense que c'est particulièrement stupide. Et ça a des conséquences évidentes pour les gens qui ensuite en sont les victimes. Donc, moi, si vous voyez effectivement... Alors, il y en a d'autres qui cassent
qui cassent les pare-brises pour aller voler des objets à l'intérieur. Ça, je dirais que c'est un larcin c'est plus classique. Mais si vous voyez des gens qui s'amusent à poinçonner les pneus, hein, vous n'hésitez pas à nous le faire savoir, J'ai un retour du capitaine Gélis, qui a été effectivement à la suite de l'intervention de Madame, alors qui nous met bonsoir, la rue de Mézières comporte plusieurs carrefours qui peuvent justifier l'emploi de la sirène dans cette zone. Néanmoins, je ferai un rappel à ce sujet, d'autant plus qu'aux abords de la caserne et la nuit, son emploi doit être modéré. Ensuite, n'oubliez pas que ce sont vos autres administrés qui sont en détresse et font appel à nos services. Voilà. C'est donc une réponse très balancée, mais très juste, et je remercie le capitaine Gélis. Pour notre... Ah oui, l'Arlequin. Alors l'Arlequin, si vous voulez, oui, je pense comme vous. L'Arlequin, hein, c'est un magnifique cinéma, l'ancien cinéma, le Luxe, que vous avez peut-être connu, puis le cinéma de Tati, avant le cinéma de Domingue, qui était un grand financier, grand spécialiste de l'agroalimentaire et du commerce entre la Russie soviétique et les pays occidentaux, qui a été propriétaire de ce cinéma, qui a failli disparaître, qui a failli être transformé d'ailleurs en supermarché, en garage, qui est resté, qui a été racheté effectivement par le groupe du Lac, qui est un très beau groupe, qui a plusieurs cinémas, l'Escurial, presque dans le 13e, dans le 13e après la caserne de Port-Royal, qui a effectivement l'Arlequin et qui doit avoir un autre cinéma d'autres cinémas, dont un dans le 5e arrondissement. Alors, depuis plusieurs années, effectivement, dans cet immeuble qui est d'ailleurs la propriété de la régie immobilière de la ville de Paris, il y a, après avoir été la propriété d'EDF, il y a effectivement ce projet de création, ce projet d'aménagement du local qui se trouve à côté de l'entrée, et là il y a un débat au sein du groupe cinématographique. Est-ce que ça va être un endroit où se trouvera d'ailleurs peut-être un ascenseur qui rendra accessibles les salles de l'Arlequin, parce qu'en réalité les 3 salles actuelles ne sont pas accessibles aux porteurs de handicap, enfin aux personnes handicapées sur le plan de la motricité, puisque sinon vous avez 2 volets d'escalier qui sont quand même assez imposantes. Ou alors, il paraît qu'il y a un nouveau directeur, je l'ai appris depuis peu parce que je me souciais comme vous de cette opération qui n'avance pas, et on m'a dit qu'il avait le projet de faire une 4e salle. Sauf que je vais essayer de le contacter pour savoir si la 4e salle s'accompagne quand même de la mise en accessibilité des 3 premières. En tout cas, ça serait de nature à faire avancer les choses et à supprimer ce mur qui donne lieu à un affichage sauvage, avec assez dangereux d'ailleurs, parce que la colle qui est sur le trottoir ensuite vous permet de tomber éventuellement ou de rester collé. Oui. Merci. Une dernière question, parce que je vois que le temps passe. Oui, on essaie d'arrêter à 8 heures. Oui. Alors, madame et madame. Bonsoir, oui. Ça sera peut-être assez rapide, parce que je ne sais pas si c'est de votre compétence à vous ou de la mairie de Paris. On va prendre toutes les questions. Mais deux choses. J'habite rue Herschel, donc entre le boulevard Saint-Michel et l'avenue de l'Observatoire. Et nous sommes très souvent par le côté boulevard Saint-Michel sur le trajet de grandes manifs, et notamment la technoparade. Et notre rue est une vraie pissotière, il n'y a pas d'autre mot, à chaque fois qu'il y a une manifestation. Est-ce qu'il serait possible d'obtenir un nettoyage de la rue après les manifs, parce que c'est pas facile, c'est pas très agréable. C'est une question rapide, réponse rapide. Je vous propose de nous envoyer un courriel là-dessus et on va demander au service de la propreté peut-être de prévoir, surtout que votre rue est en pente en plus. Oui. Vous connaissez bien. Oui. Et d'autre part, excusez-moi, juste la rue Auguste Comte, elle a été refaite jusqu'à la partie haute, entre le boulevard Saint-Michel et le Luxembourg. Mais la partie entre le Luxembourg et la rue d'Assas, moi je suis beaucoup à vélo, c'est épouvantable. Madame, vous êtes une prédicatrice. Elle sera refaite cet été. Merci. On va mettre énormément d'argent là-dessus parce qu'elle est dans un état épouvantable, donc, et en plus elle est amiantée, donc on va la refaire et on va en profiter sans doute pour supprimer
tout le barriérage inesthétique qui est du côté montagne. On va prévoir autre chose. Voilà. Yes. Oui. La pollution sonore, mes chères madame, si vous habitiez boulevard du Montparnasse, vous considéreriez et boulevard Raspail, vous considéreriez la rue du Cherche-Midi comme un havre de paix. Il y a énormément de commerces de bouche, des commerces d'alimentation tout le long de cette portion que je viens de vous décrire, Raspail, Ferrandi, avec des livraisons, mais vraiment sans arrêt. Je vous dis, de 6h du matin, et pareil que les camions de poubelle. Et ensuite, les petits camions de la propreté de la ville de Paris qui font un bruit. On se demande, on a l'impression qu'il va y avoir un tremblement de terre. Donc, c'est vraiment l'enfer. Nous, on est allé des quais, rue face au Pont-Neuf, rue de Nevers, pour avoir moins de bruit. Pour avoir moins de bruit, et c'est pire. C'est vraiment l'enfer, avec les motos qui s'engouffrent à n'importe quelle heure et certaines voitures. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une limitation de vitesse et la rue du Cherche-Midi est limitée à 30 à l'heure. C'est un quartier zone 30. Oui, mais attendez, c'est pas du tout le cas. Et une limitation aussi d'heures de livraison. Bah oui, non, mais attendez, madame, moi je veux bien, mais passer une semaine dans notre appartement. Quand les commerces de bouche disparaissaient dans certaines rues, je me faisais engueuler. Oui, je vous là, invite, je me fais engueuler parce que les commerces de bouche existent. Dans ma chambre pendant une semaine. Après, vous verrez. Après, je veux bien qu'on mobilise les cigognes qui sont pour venir livrer les commerces, mais là, honnêtement, je vois pas très bien comment on peut. Ah bon? Oui. Ah ben si, pourtant, il devrait y avoir quelque chose à faire. Vous savez, non mais quelque chose à faire. La rue du Cherche-Midi est une rue qui ne supporte pas un gros trafic, comme le boulevard du Montparnasse, non, c'est comme l'inverse. le boulevard, comme la rue de Rennes, comme la rue de Sèvres. Elle est très étroite. La rue de Sèvres. Et ça, il y a un écho. Écoutez, je veux bien. Est-ce que vous ouvrez vos fenêtres? C'est normal d'ailleurs d'ouvrir ses fenêtres pour respirer. Est-ce que vous êtes au premier étage, au rez-de-chaussée? Au deuxième, on va mettre des doubles fenêtres, mais c'est pas suffisant. Bon, écoutez, on va regarder. Envoyez-moi un petit courriel et des petites photos. On essaiera de regarder ce qu'on peut faire. Je vais demander à quelqu'un du conseil de quartier Saint-Placide de venir vous voir. Voilà. Ah bon? Comment? Je vais demander à quelqu'un du conseil de quartier Saint-Placide de venir vous voir, puisque vous êtes dans le quartier Saint-Placide. Mais de venir examiner la situation où vous le décrivez. Allez, on continue, oui, madame. J'ai juste une question concernant les nuisances occasionnées par les Roms, parce qu'il y en a de plus en plus, et je voulais savoir si ce qu'on peut faire, si on peut faire quelque chose pour empêcher les Roms de s'installer, par exemple, avec leur matelas devant votre porte, ou sur le côté de sa porte. Vous nous indiquez où ils s'installent. Après, ce qui nous intéresse, c'est que souvent les Roms stockent leurs matelas dans des trappes des opérateurs. Donc on m'a signalé récemment, d'ailleurs Guillaume, il faut que tu le notes, qu'il y avait beaucoup de matelas stockés boulevard Raspail, à l'angle de la rue du Cherche-Midi, devant la Maison des Sciences de l'Homme. Et d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'opération de nettoiement des trappes, parce que c'est très embêtant. Ensuite, c'est des trappes qui peuvent prendre feu. Vous avez aussi des effets sur l'internet, puisque quelquefois, quand vous avez 50 kilos de trucs qui tombent sur les fibres, donc il faudrait regarder un peu avec ces opérations conjointes propreté des PMP. Regardez un peu où on en est dans certains secteurs sur les trappes. Et là, on m'a signalé, il y a des trappes boulevard Raspail devant la Maison des Sciences de l'Homme qui sont sollicitées puisqu'ils dorment en général à l'angle de la rue, à l'angle de la Maison des Sciences de l'Homme, là, face au café. Et puis, elle va être aussi de l'autre côté, près de l'ancienne Maison du Gardien. Et monsieur le commissaire intervient sur le... Alors, effectivement, le sujet des Roms est un sujet qui est prégnant sur le 6e, qui est connu, qui est traité. Alors, c'est jamais suffisant, mais en dépit de ce fait, nous, on se coordonne de manière assez satisfaisante avec la police municipale, justement, pour
un peu les évincer de manière redondante. Donc on a des endroits, il faut nous les signaler. C'est-à-dire que quand vous avez des endroits, nous on y passe, on les évince, et quand on a de la mendicité, vous savez il y a beaucoup de pétitionnaires, comme on dit, ils ont des pétitions pour essayer de prendre un peu d'argent à des touristes qui se font un peu avoir. Donc ça, c'est des choses qu'on traite nous journalièrement. Hein. C'est des choses qu'on fait vraiment. Ça fait partie je vais pas dire du cœur de notre métier, mais c'est très très courant. Ce qu'il nous faut, c'est un peu leur lieu de repli, comme l'a dit le maire. C'est de trouver là où ils s'installent. À un moment, ils ont été beaucoup devant le Lutetia. Il y a eu un sujet comme ça, on les a évincés, enlevé leur matelas, etc. Et au bout d'un moment, on a quand même une certaine forme d'action. Donc, il faut nous le dire. Nous, on arrive à bien se coordonner avec la police municipale, et donc de faire une double action. D'accord. Et même pendant la journée, par exemple, les endroits où c'est surtout la journée. Voilà, ceux-ci sont toute la journée. Nous, on en a une devant notre porte. Toute la journée sur sa valise. Donc c'est où vous avez dit ? Nous, on est rue Saint-Placide en fait, et on en a une depuis largement avant les vacances en fait. Elle est avec sa valise entre notre porte cochère et la porte d'à côté. Donc je lui ai demandé plusieurs fois de partir. Elle m'a dit qu'elle ne parlait pas français, et je la vois arriver. Enfin, et donc il y en a une là, et évidemment il y en a beaucoup devant la Médaille miraculeuse et devant le bon marché. On va passer, on va vous. C'est gentil parce que. Pardon ? Quel numéro ? Au 46, entre le 46 et le 44. En fait, évidemment, c'est deux portes cochères. Il y a un mur entre les deux. Donc voilà. Et bon, c'est elle. Et puis après, c'est des types qui viennent aussi. Non, mais on va le prendre en compte. C'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement. Moi non plus, mais c'est vrai que c'est énervant. On va vous aider sur ce sujet. C'est gentil. On va le traiter. C'est très gentil. Je vous remercie. Alors, on va prendre les dernières questions. Il y a Madame et Madame. Et vous allez poser à la suite et voilà. Oui, il y a énormément de vélos qui passent au rouge, au point que j'ai failli me faire renverser 3 fois. Que va-t-on faire contre ces vélos ? Parce qu'ils ont les écouteurs sur les oreilles et ça passe au rouge sans arrêt. C'est 135 € les écouteurs dans les oreilles. Ben, je vois jamais. Et puis le rouge. Alors vous nous indiquez. Alors j'ai évoqué ce sujet tout à l'heure. Les gens ont dit partout. D'accord, mais partout, il y a des endroits, dirons-nous, où c'est plus tolérable que... Mais vous avez failli vous faire renverser à quel endroit ? Carrefour Saint-Placide, là au bout de la rue de Vaugirard, Montparnasse, Saint-Placide. Et en haut de la rue de Rennes, là, juste devant la tour pratiquement. D'accord. Et j'étais sur les piétons et le feu était vert pour nous. Carrefour Saint-Placide, à l'intersection de la rue Saint-Placide, de la rue de Vaugirard et de la rue de Rennes. Voilà, entre le café L'Horizon et le café je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Alors, d'un autre côté, Trait d'Union. Du coup, pour vous en parler un peu d'accidentologie, du coup, les vélos et les trottinettes, c'est vrai que on le constate également, il y a des comportements problématiques. Mais du coup, aussi, ils payent un lourd tribut en matière d'accidentologie, parce que c'est les premières victimes, effectivement, des trottinettes et vélos. Alors, autant que les vélos. Alors, 2 dernières personnes, Madame, et ensuite la dame qui est là. Alors, je profite de ce qui vient d'être dit pour dire qu'il y a eu plusieurs fois des vélos passant au bas de la rue Saint-Romain et de la rue de Sèvres. Hein. Ça, ils passent très souvent sans s'arrêter. Ma question était plus générale. Je voulais savoir comment il se faisait que c'était si difficile, si long, d'avoir un rendez-vous pour renouveler une carte d'identité. C'est un problème plus général. Je vais vous répondre. Alors, on va passer en rafale, Madame, et puis une dernière dame là-bas qui vous pose la... Voilà. Je vais vous répondre. Oui, alors rue Sainte-Placide, au niveau de la grande pizzeria, l'année dernière... Villa Médicis ? Oui. Il y a un SDF depuis quelques années qui chante jusqu'à 1h du matin dans sa langue à tue-tête. On peut même pas s'endormir parce qu'il commence à 23h et quelquefois il s'arrête à 1h du matin.
Donc voilà, et tous les soirs. Donc là, en ce moment, je ne le vois plus, sauf un jour où je l'ai vu, le matin ou la journée, il est là assis tranquillement, il chante pas. Bon, il boit ses bières, donc voilà. Mais le soir, il se réveille à 23h jusqu'à 1h. Voilà, c'est un veilleur de nuit. Oui, c'est quelqu'un sans doute qui est assez alcoolisé et qui chante la nuit. En général, voilà, c'est un veilleur, comme vous l'avez dit, c'est un veilleur de nuit. Bon, écoutez, on a eu beaucoup de problèmes dans ce secteur, car rappelez-vous qu'on nous avons eu pendant longtemps quelqu'un qui squattait dans une voiture. Vous vous rappelez de ça? On a eu quelqu'un qui restait une année quasiment dans une voiture. C'était très très compliqué à faire évoluer la situation. Mais on a réussi à la faire évoluer. Voilà. Là, je note... alors, est-ce qu'il n'y a pas de lien avec la Villa Médicis? Bon. On va voir. Les terrasses estivales s'en vont à la fin du mois. Donc là, peut-être... oui, il y a la véranda, effectivement. On va voir. Ça reste un secteur difficile. Alors, madame, dernière question. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Je répondrai sur les cartes d'identité. Bonsoir, monsieur le maire. Ma question va être rapide aussi. Je ne sais pas si elle relève de vos compétences. Il s'agit du grillage du métro devant le Monoprix. Les grilles sont orientées vers l'immeuble, ce qui fait que l'immeuble est complètement noir de pollution, de la ventilation du métro. Ah oui, vous voulez parler du 50 rue de Rennes. 50 rue de Rennes. Si on regarde la rue de Rennes, sur tout son long, en face de la FNAC, les grillages sont orientés vers l'extérieur, donc vers la voirie. Pareil au niveau je crois que c'est du Crédit Agricole, à l'angle rue Gouette-Legon. Donc le grillage est aussi orienté vers l'extérieur, ce qui fait que les immeubles restent propres. Et au niveau du 50 rue de Rennes, donc du Monoprix, toute la façade est noire. Vous voulez dire que le grillage est légèrement... en fait, il est embigué, voilà. Biseauté, tout à fait. Alors, je vous propose de m'envoyer une photo. Vous allez prendre une photo avec votre portable. Et vous m'envoyez un petit mail et comme ça, on actionnera Madame Sylvie Pouget. Très bien. Donc ça, c'était la première. Et juste une dernière chose. Alors après, ceci dit, l'immeuble date de 95. Il peut peut-être mériter un ravalement. Oui, mais il pourrait y avoir un changement de la grille accompagné du ravalement. On voit nettement la zone qui ne fait pas face au. Il faudrait demander à Monoprix aussi qui nettoie. Ouais. Parce qu'au-dessus du... Mais en fait, c'est les ventilations. Au-dessus de l'auvent Monoprix, il y a plein de cochonneries. On en parle régulièrement avec le directeur, qui l'a fait régulièrement nettoyer, mais justement, cette ventilation, cette soufflerie fait tout remonter sur la toiture de l'auvent. Donc ça, c'est la première. Et juste, on parlait avec ce monsieur qui est derrière moi, beaucoup de trottinettes portent 2 passagers en général. Quelquefois même 3. Et là, voilà. Donc là aussi, c'est un vrai problème. Ça arrive. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup, monsieur le maire. Mais vous savez que là-dessus, on est assez... la mairie de Paris est assez dure, elle envisage de ne pas renouveler les trucs, et moi j'ai demandé je fuis les opérateurs qui veulent me voir, et je leur ai demandé d'être à 10 km sur tout le 6e arrondissement. Ils ne sont pas très contents, mais ils veulent me voir pour me convaincre, et je leur dis, je vous verrai quand vous serez passé à 10 km, puisqu'on peut... ils peuvent réglementer, ils peuvent brider sur un certain territoire. Voilà. Je réponds à madame. Allez-y madame, dernière question. Moi en fait j'avais envie de profiter de la présence de monsieur le commissaire en réponse à la question sur les Roms. En fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est-à-dire s'il y a une personne qui est là, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes quand la police elles sont vient en situation en gros irrégulière. Alors elles sont européennes parce qu'elles sont en général roumaines ou bulgares, mais elles ne satisfont pas à une obligation qui est imposée par les accords de Dublin, c'est-à-dire les subsides qu'ils doivent avoir journalièrement pour pouvoir assurer une vie normale sur le territoire français. Donc, à ce titre, elles sont expulsables. Donc, on les expulse. Expulsées à l'étranger, enfin en Roumanie. En Roumanie, carrément, d'accord. Ou en Bulgarie, si elles sont bulgares. Donc,
Ça, c'est le premier point, sauf si on est dans le cadre où elles ont commis une escroquerie. On a eu le cas, par exemple, assez rarement de Roms qui ont agressé. On a eu plusieurs cas de Roms qui ont agressé des personnes âgées, où là, on est carrément dans un autre registre. Et là, on les a d'ailleurs interpellés. On a eu 2 affaires coup sur coup. On a écroué des gens de ce bord, en fait, de cette communauté. Voilà. Mais après, s'il n'y a pas d'infraction, c'est-à-dire qu'ils sont juste en train d'être avec leur valise devant, etc., on va les contrôler parce que, visiblement, elles gênent. Elles sont dans le cadre, on a des contrôles des articles du procureur, des réquisitions du procureur qui nous permettent de faire des contrôles à certaines heures sur la circonscription et nous apercevoir qu'elles sont, de leur identité, qu'elles ne satisfont pas à certaines obligations, en fait, de maintien sur le territoire national. Donc voilà, oui, et pour compléter ce que dit le commissaire, le principal problème, c'est que, si vous voulez, les gouvernements roumains et bulgares ont maintenant des fonds fléchés pour ces populations qu'elles perçoivent de la Commission européenne, qu'elles perçoivent de l'Europe, mais comme souvent ces populations sont discriminées depuis longtemps dans ses propres pays, les gouvernements roumains et bulgares perçoivent les fonds, les dépensent et les laissent partir. Et actuellement, si on a un air-retour Paris-Ankara, Paris-Bucarest, c'est 80 €. On part de Bucarest et on arrive directement sur le Champ de Mars. Heureusement, le Jardin Luxembourg est ceint de haute grille et c'est la propriété du Sénat. Vive le Sénat, vive le Jardin de Luxembourg. Madame, on termine et en vous disant que c'est un phénomène national. C'est un phénomène national, c'est-à-dire la délivrance des cartes d'identité, des passeports, malheureusement, est actuellement très difficile. Pourquoi ? Parce que nous avons passé 2 années sur lesquelles un jour on écrira l'histoire de cette crise sanitaire et sans doute ceux qui l'ont géré en partie n'en sortiront peut-être pas forcément avec les mêmes compliments que ceux qui l'auront été renouvelés récemment. Mais en tout cas, le temps a passé. Donc les pièces, les documents d'identité se sont périmés. En plus, si vous cliquez un soir pour le voyage de vos rêves sans regarder votre passeport, et que dans beaucoup de pays, on vous demande quelquefois 6 mois de plus ou 6 mois de plus, vous pouvez vous retrouver dans une grande difficulté. Donc c'est le cas de beaucoup de Français, beaucoup de Françaises, qui certains même ont vu leur voyage contrarié parce qu'ils n'arrivaient pas à faire renouveler leur carte d'identité. C'est encore plus pénible pour des enfants, des étudiants à l'étranger. Et effectivement, tout le système est saturé. Mais là, j'ai appris aujourd'hui qu'il y aurait 2 samedis supplémentaires au cours de lesquels, en fin d'année, le service des titres sera ouvert. Mais il faut arriver, effectivement, à se connecter, il faut arriver à se... Voilà. Une information sera délivrée car certains samedis, en fin d'année, les dates vous seront précisées sur le site de la mairie de Paris ou de la mairie du 6e, vous aurez des créneaux supplémentaires qui seront ouverts à réservation. Voilà, merci mesdames et messieurs de votre présence et à très vite.